Bonjour, bienvenue à cette vidéo du campeur autonome sur l'électricité. Mon nom est Fred Giroux. Cette vidéo fait partie d'une série, puis c'est surtout destiné aux gens qui louent mon véhicule récréatif, mon VR, sur la plateforme RVeasy. Mais cela étant dit, l'information peut intéresser quiconque s'intéresse au VR ou camping-car, si vous préférez. Si vous êtes intéressé à le louer, vous pouvez aller sur campeurautonome.com dans la section location ou directement à RVeasy à l'adresse indiquée là. Vous allez avoir plus d'informations. Et l'objectif de la série vidéo n'est pas que vous vous attardiez aux détails. N'hésitez pas à augmenter la vitesse de la vidéo lorsque vous le jugez nécessaire. Puis, toute la série est basée sur un document qui est disponible à campeurautonome.com dans la section guide. Puis évidemment, avec le temps, certains liens pourraient cesser de fonctionner. Et dernier point, initialement, c'était vrfred.ca, c'est devenu campeurautonome.com. Si jamais il reste des vestiges de vrfred.ca, vous pouvez les ignorer. Dans cette présentation sur l'électricité, à bord du campeur autonome, on va voir toutes les composantes électriques du véhicule, mais aussi comment gérer notre énergie, parce que ça ne se gère pas comme dans une maison, les amis. La première composante dont nous allons parler sont les batteries AGM. Les batteries AGM, c'est essentiellement comme les batteries originales du véhicule avant qu'on fasse plein de travaux pour améliorer le système électrique. Sont situées dans le compartiment immédiatement à côté de la porte, puis ont une capacité de 180 ampères-heure. Mais elles sont très peu sollicitées et elles se rechargent par l'alternateur, autrement dit lorsque le moteur fonctionne, le générateur ou un petit chargeur. Lorsqu'on branche le VR, il y a un petit chargeur qui s'active. Par contre, elles peuvent devenir faibles suite à un arrêt prolongé et pourraient être rapidement rechargées avec un gros chargeur qui est situé dans le compartiment voisin, qui, lui, va utiliser l'énergie des batteries principales, celles qui sont au lithium, pour recharger rapidement ces batteries-là. Rarement, vous en allez avoir besoin, mais de savoir que c'est là, et c'est intéressant. Ce chargeur-là est activé simplement en le branchant. On le voit dans la photo en bas à droite. On ne voit pas la prise de courant, mais il y a une prise de courant qui est juste là. On le branche à l'intérieur lorsque le véhicule donne du 120 volts. Alors, ça va recharger les batteries très rapidement, les batteries AGM. Si jamais vous avez besoin de faire fonctionner le chargeur, faire attention pour ne pas le faire fonctionner en même temps que le moteur. Ça pourrait endommager les batteries. L'information est indiquée sur le fil du chargeur. Mais ça, on peut l'oublier facilement. Puis, il est préférable de mettre un avis écrit dans le tableau de bord pour qu'on le voit au moment de démarrer. Ça, c'est déjà fourni dans les tablettes au-dessus du poste du conducteur. Il y a un carton qui est là qu'on peut mettre. En plus, il faut laisser la porte du compartiment ouverte pendant que le chargeur est branché, parce que il va y avoir une hausse de température importante parce que le chargeur dégage de la chaleur. Donc, il faut laisser la porte ouverte. Donc, il est peu probable que vous partiez en oubliant de le débrancher. Qu'est-ce que les batteries AGM alimentent? Bon, premièrement, il faut savoir que c'est seulement pour le courant en 12 volts. Et je ne passerai pas à travers toute cette liste-là, vous êtes en mesure de la lire, mais je vais attirer votre attention sur celles qui sont en caractère gras. Il y a le moteur de l'escalier amovible, la lumière des compartiments extérieurs ainsi que le démarrage du générateur. Et surtout pour le démarrage du générateur, parce que vous pouvez vous retrouver dans une drôle de situation. Vous dites, je vais utiliser le générateur pour me donner du courant. Mais si les batteries AGM sont trop faibles, ben à ce moment-là, le générateur va refuser de partir. Alors, dans un cas comme ça, ben vous pouvez soit recharger les batteries AGM avec le chargeur dont je vous ai parlé, mais la réalité, c'est que ça se peut aussi que vos batteries au lithium soient faibles à ce moment-là. Donc, ce qu'on peut faire dans un cas comme ça, c'est de démarrer le moteur et ça devrait être suffisant pour donner de l'énergie au générateur pour qu'il puisse démarrer. Et une fois démarré, vous pourrez éteindre le moteur du véhicule. Mettez sur pause si vous voulez lire toute la liste. La surveillance de l'état des batteries AGM se fait en regardant le moniteur dans le VR au mur. Vous allez voir, il est identifié, comme sur la photo, là, avec AGM. Le moniteur n'est pas très fiable
avec la capacité restante en pourcentage. Par contre, c'est le voltage qui est en bas à gauche qui est le meilleur indicateur. Si jamais le voltage descend à moins de 12,2 volts, ça indique que les batteries ont vraiment besoin d'être rechargées. Par contre, il faut savoir qu'ils peuvent rester à 12,3, 12,2 volts longtemps avant de chuter. Donc, si vous voyez du 12,2, stressez pas nécessairement, mais peut-être limiter la consommation des betteraves GM. Cela dit, c'est pas facile parce que les betteraves GM contrôlent des choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement le contrôle. L'une des choses que les betteraves GM alimentent, c'est le commutateur du cockpit, celui qu'on voit devant nous. Alors, vous pouvez limiter la consommation à ce niveau-là. Le commutateur a un commutateur maître qui est celui de complètement à gauche. Et puis, vous avez les trois boutons à droite, c'est les lumières blanches à l'extérieur. Normalement, ça va servir seulement quand on circule pour reculer dans un camping, par exemple. Et ceux à droite, il y en a un qui sert pour l'éclairage d'ambiance à l'intérieur. Et celui-là, vous allez probablement l'utiliser davantage, mais ça consomme tellement peu d'énergie. Les prises d'allume-cigarette du véhicule à l'avant sont branchées sur les betterages, mais non sur la batterie du châssis, contrairement à un véhicule conventionnel. Donc, ils vont toujours demeurer sous tension. Alors, il est recommandé de tirer sur les branchements mâles, là, ceux qui rentrent dans le branchement femelle, pour éviter qu'il y ait une consommation pendant les arrêts prolongés. Là. Vous vous arrêtez pendant plus de quelques heures, ou vous arrêtez pour la nuit. Faites juste les retirer un petit peu pour qu'ils ne consomment pas d'énergie. Les lumières suspendues d'ambiance, je le mentionnais plus tôt, elles consomment très peu. Ça s'allume sur la console, mais il va y avoir très peu d'impact sur la décharge des batteries. Mais il y a un commutateur maître qui ferme tout ce qui est branché aux batteries AGM dans le cockpit. On le voit dans le compartiment des batteries AGM. À droite, c'est un gros bouton rouge et vous pourriez tout fermer. Mais en général, vous n'aurez pas besoin de ça. Il y a un autre commutateur maître pour les accessoires qui sont branchés aux batteries AGM, mais qui ne sont pas dans le cockpit. C'est en entrant au niveau du sol à gauche. Il y a le commutateur qu'on voit sur la photo, il est à gauche, il s'appelle Battery Control, Connect ou Disconnect. Ça devrait toujours être ouvert, allumé, mais ça ferme l'alimentation de tous les accessoires natifs OVR. Donc, normalement, on sert de ça exclusivement quand on met le véhicule en storage. Donc, vous ne devriez pas jouer avec ça. Cependant, un enfant pourrait le désactiver. Et vous vous demandez après ça pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Donc, ben voilà, c'est ce qui arrive. Donc, ça doit toujours rester en position on. On change de type de batterie, on passe à ce qu'on va les appeler les batteries au lithium. Sont dans le compartiment arrière côté conducteur. Il y a 4 batteries au lithium d'une capacité totale de 920 ampères-heure. Donc, si vous suivez les recommandations du document ou des vidéos, il est probable que vous ne manquerez jamais de capacité. Et là, je veux mentionner que le lithium, c'est un terme générique ici. Parce que ces batteries-là sont en fait des lithium fer phosphate. C'est des batteries qui sont beaucoup plus stables. Les gens ont un peu une crainte des batteries au lithium parce que ça peut brûler, ça peut exploser, et c'est vrai. Mais les batteries lithium fer phosphate n'ont pas ces gros défauts-là. Alors, oui, on parle de batteries lithium, mais c'est un terme générique. Mais ce n'est pas des lithiums purs. En passant, le compartiment ici qu'on voit, là, il est ouvert, mais il devrait toujours être conservé sous clé. Les enfants ne doivent pas y avoir accès. Il y a un risque d'électrocution à l'intérieur de ça. Les batteries au lithium peuvent se recharger de 4 façons possibles. Avec les panneaux solaires ont 1000 watts de capacité, 5 panneaux de 200 watts chacun. Avec un branchement au réseau électrique, donc vous branchez le véhicule au réseau, ou encore le générateur. Je les ai mis sur la même ligne parce que ça revient au même en ce qui a trait aux batteries. C'est du courant 120 volts, mais c'est deux items en soi. Et finalement, la dernière façon, c'est quand l'alternateur fournit le courant, le moteur tourne, l'alternateur va fournir le courant. Et le processus de recharge est totalement automatique. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Là.
Et aussi, le solaire, quand il fait soleil, est toujours en fonction et peut se combiner avec les autres méthodes. De même qu'on pourrait avoir le générateur qui fonctionne pendant qu'on roule. Donc, on va avoir les panneaux solaires, s'il fait soleil, le générateur et l'alternateur qui vont recharger les batteries en même temps à ce moment-là. Circonstance un peu exceptionnelle, mais c'est possible. La surveillance des batteries au lithium est beaucoup plus fiable que celle des batteries AGM. Le moniteur au mur dans le VR est très semblable. En fait, il y a la petite étiquette lithium qui change, mais le pourcentage de batteries restantes va être plus fiable. Mais encore une fois, ce qu'on veut vraiment, nous, c'est le voltage. Donc, le voltage qui va indiquer qu'une recharge est requise pour des batteries lithium va être de 12,8 volts. On avait parlé des batteries AGM à 12,2. Dans le cas des batteries au lithium, c'est 12,8. Donc, le petit moniteur, c'est une des façons. Et l'autre façon, c'est avec une application qui est installée sur le iPad qui s'appelle LiTime. Donc, L-I-T-I-M-E. Un petit détail qui, sans être important, a généré plusieurs appels une fois que les locataires étaient partis avec le VR. C'est que les deux moteurs de batterie, soit AGM et lithium, peuvent devenir éclairés et déranger, vous déranger. Cette situation-là arrive lorsque le moniteur a détecté quelque chose d'inattendu, mais dans la grosse majorité des cas, ce n'est pas un indicatif de problème. Donc, si vous regardez, vous voyez, il est éclairé, vous voyez le voltage, la capacité restante, tout est beau, bien, simplement éteindre l'éclairage en appuyant quelques secondes sur le bouton du haut à droite. On voit ici de façon illustrée la différence entre une batterie AGM et une batterie lithium. On voit qu'une batterie AGM pleine est à 12,9 volts, alors qu'une batterie au lithium va donner 13,8 volts. Ça va même arriver que quand ils sont vraiment en charge active, qu'ils montent davantage. Une AGM peut monter à peut-être à 13,3, une lithium à 14,4. Mais quand on la laisse reposer un peu, elle va redescendre. Et les valeurs de référence sont 12,9 volts pour l'AGM et 13,8 volts pour la batterie au lithium. Et là, au fur et à mesure que la décharge se fait, mais on constate que l'AGM, on le mentionnait plus tôt, à 12,2 volts est à sa limite, alors que la batterie au lithium à 12,8 volts est à sa limite. Mais regardez le pourcentage de batterie restante, parce qu'une batterie AGM peut descendre moins bas qu'une batterie au lithium. Alors, ça, c'est une information qui peut-être peut vous intéresser. Sinon, ben, vous passerez par-dessus. Alors, qu'est-ce que les batteries au lithium alimentent? Ben, essentiellement, c'est tout ce que les batteries AGM n'alimentent pas. Donc, on va régler une chose en partant. Tout ce qui est 120 volts, c'est-à-dire qu'il y a une prise de courant comme à la maison. Ça, c'est du 120 volts. Ça vient des batteries au lithium, avec un inverseur qui va transformer le courant 12 volts en courant 120 volts. On va y revenir à ça. Après ça, ben, il y a beaucoup de dispositifs en 12 volts. Tout ce qui est lumière, ventilateur de plafond, la pompe à eau, ça c'est 12 volts. Le contrôle du chauffage, c'est 12 volts. Mais évidemment, le chauffage lui-même ne peut pas être en 12 volts, c'est au propane. Les côtés rétractables, c'est en 12 volts. Les prises USB que vous allez retrouver autour du véhicule, pas dans le cockpit, mais autour du lit, il y a des prises USB, c'est 12 volts. La prise d'allume-cigarette autour du leaking, c'est 12 volts. L'amplificateur cellulaire, 12 volts. Et comme je mentionnais, toutes les prises électriques, 12 volts. Donc, ça vous donne quand même une idée de à quoi servent les batteries au lithium. Les batteries au lithium ont beaucoup de capacité. On a parlé de 920 ampères-heure. Honnêtement, là, c'est beaucoup. Si vous comparez avec beaucoup d'autres VR, vous vont avoir 300 ampères-heure, 150 ampères-heure, mais très rarement jusqu'à 900. Malgré qu'avec le prix des batteries au lithium qui descend, peut-être que ça va arriver davantage. Mais qu'est-ce qui va vraiment les recharger? Bon, ça va être l'ensoleillement, temps de conduite, branchement au réseau, le générateur. Donc, les panneaux solaires vont recharger les batteries. Mais la vitesse de charge va dépendre du niveau d'ensoleillement. Mais même s'il pleut, vous allez avoir un peu de charge. Pendant la nuit, ça ne marche pas. Par contre,
On peut le voir des fois avec vraiment une pleine lune bien en haut. Vous pourriez avoir 1 ou 2 watts de résultat. Alors, vous pouvez vérifier la quantité d'énergie fournie par les panneaux solaires à l'aide de l'application Victron Connect qui est disponible sur l'iPad. Vous ouvrez Victron Connect, puis une fois l'application démarrée, vous sélectionnez Smart Solar, puis ça va vous permettre d'arriver à l'écran suivant. Une fois cet écran ouvert, ben, vous allez voir que la quantité d'énergie, dans ce cas-ci, à l'écran, on voit 10 watts. Mais il faut faire attention parce que 10 watts, si les batteries sont déjà pleines, c'est bien correct. Si les batteries ne sont pas pleines, ben, normalement, ça devrait être davantage, dépendant encore là de la luminosité du soleil. Mais le système a un statut. On le voit là à peu près aux 2 tiers ou 1 tiers en commençant vers le bas. Le state, c'est soit bulk, absorption ou float. Dans ce cas-ci, il est à float. Bulk, ça veut dire que les batteries se chargent et absorbent tout ce qu'elles peuvent. Absorption, recharge lente parce que les batteries ne sont pas pleines encore, mais presque pleines. Et float, c'est le maintien des batteries à leur pleine charge. Dans ce cas-ci, étant donné que c'est à float, les batteries sont déjà pleines, puis ça explique pourquoi. Je le sais parce qu'au moment où j'ai pris cette image-là, c'était très ensoleillé, mais je recevrais juste 10 watts d'énergie parce qu'il n'en rentrait pas plus. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller vérifier ça? Honnêtement, non. Je vous le montre par curiosité pour vous. Certaines personnes sont plus intéressées par ce genre de choses-là, mais ça n'a aucun impact sur votre vie. Il n'y a rien que vous pouvez contrôler, rien que vous pouvez configurer. C'est simplement pour savoir comment le solaire fonctionne. Pardon. Le contrôleur Victron est quelque chose dont vous allez vous servir. Ça, il faut absolument le comprendre. Il y a un bouton de contrôle, vous le voyez identifié Charger Only, Off, On. Et ça, vous allez définitivement vous en servir. Lorsque on le met à On, ça permet l'utilisation du 120 volts autant si vous êtes branché que pas branché. Donc, quand je dis branché, je parle d'être branché, là, Hydro-Québec. Alors, si vous êtes à on et que vous êtes branché, l'électricité va circuler sans problème à partir d'Hydro-Québec. Et si l'électricité tombe, une panne électrique, un disjoncteur qui saute dans le poteau, le système va basculer et c'est les batteries qui vont commencer à alimenter en 120 volts. Si c'est à off, ça veut dire que vous fermez le 120 volts. Donc, toutes les prises électriques et tous les appareils électriques qui fonctionnent sur le 120 volts ne fonctionneront pas. Ça n'impacte absolument pas le 12 volts parce que ça, c'est toujours actif. Si vous le mettez à Charger Only, c'est l'équivalent de on si le VR est branché au réseau. Autrement dit, il va avoir de l'électricité. La recharge va se faire aussi. S'il n'est pas branché, il n'y aura pas de 120 volts et c'est l'équivalent d'être à off. Ça, vous allez expérimenter avec. C'est peut-être pas 100% clair tant que vous ne l'aurez pas vécu, mais essayez de retenir le concept approximatif et vous allez pouvoir le tester. Et le bouton n'a aucun impact, même si on met la recharge à off, ça n'aura aucun impact sur la recharge qui vient du solaire ou de l'alternateur. Parce que ça, c'est toujours actif. Donc, parce que c'est important, on y revient. En d'autres mots, pour les 3 modes, voici les scénarios. Off, c'est pas compliqué, il n'y a pas de courant 120 volts. Ça ne charge pas les batteries lorsque vous êtes branché à Hydro-Québec. On donne du 120 volts autant branché que non branché. Si branché qu'il y a une panne secteur, Hydro-Québec, le 120 volts va rester en fonction avec quelques secondes de mise en fonction. Donc, si vous avez un appareil de respiration CPAP pour dormir, c'est parfait parce que ça n'arrêtera pas. Ça va peut-être arrêter 2-3 secondes, même pas. Mais même s'il y a une panne de courant, ça va continuer à fonctionner. Charger Only donne du 120 volts seulement si c'est branché. En cas de panne secteur, vous vous en rendrez compte. Donc, c'est pas ne pas utiliser avec un appareil CPAP. Donc, il y a un avantage que quand vous êtes branché au poteau, au camping, de le laisser à Charger Only.
L'avantage, c'est que si le disjoncteur saute au poteau, vous allez le savoir et ça va vous permettre de réagir. Alors que si vous êtes à on, il va basculer en mode batterie, vous vous en rendrez pas compte et vous allez commencer à utiliser l'énergie des batteries, vous allez vous vider tranquillement. Donc, vous voyez le défaut ici. Autre petite considération avec le contrôleur Victron. Il est recommandé de désactiver le 120 volts lorsque non requis et non branché au réseau. Ceci parce que l'inverseur, c'est celui qui fait la conversion entre le 12 volts et le 120 volts, il prend de l'énergie. Okay? Lui-même consomme de l'énergie. Donc, ça serait un gaspillage si vous ne vous en servez pas. Alors, n'hésitez pas à le mettre à off ou à charge only si vous n'êtes pas branché, c'est le même résultat. Si vous êtes branché à 15 ou 20 ampères au lieu de 30 ampères, le VR, lui, fonctionne à 30 ampères, mais vous avez juste une prise de courant ordinaire qui est à 15 ou 20 ampères. Vous pouvez laisser l'inverter à on. Et ce que ça va faire, c'est qu'il va complémenter, les batteries vont complémenter l'énergie nécessaire pour vous rendre à une disponibilité de 30 ampères. Et en plus, vous devez baisser, il y a un petit bouton qui tourne. Et par défaut, là, la valeur qu'on voit à 25 est à 50. Ça veut dire, autrement dit, 100%. Il tire 100% d'énergie, c'est-à-dire 30 ampères. S'il essaie de tirer 30 ampères sur une prise 15 ampères, qu'est-ce qui va arriver? Le disjoncteur va sauter. Alors, à ce moment-là, on va couper en deux. On va le ramener à 25. La moitié de 30, c'est 15 ampères. Donc, on le ramène à 25. Comme ça, il va tirer moins d'énergie et ça va vous permettre de fonctionner sur la prise 15 ampères. Si c'est une prise 20 ampères, vous pouvez probablement le monter à 30, 32. Il est possible que le disjoncteur continue à sauter. À ce moment-là, baissez-le un petit peu. Il est aussi possible que des fois, le disjoncteur du camping soit malade. Il est faible, il a beaucoup travaillé, puis il commence à en arracher. Et oui, c'est 30 ampères, mais rendu à 20 ampères, il pète, il saute. Ben à ce moment-là, à chaque fois que vous vous branchez, vous, à 30 ampères, vous tirez les 30 ampères, ben, ce qui va arriver, c'est que vous allez faire sauter le disjoncteur du camping. Si vous vous rendez compte de ça, ben, vous faites juste baisser avec la roulette, baisser pour éviter que ça fasse sauter le disjoncteur. Il y a différents codes de lumière qui peuvent apparaître sur le contrôleur Victron. Pour tous les voir, les codes, ben, vous pouvez utiliser l'application nommée Victron Toolkit qui est sur le iPad. Mais voici là, quelques exemples plus fréquents. Si la lumière Inverter On est allumée, ça indique que vous n'êtes pas branché au réseau et que le 120 volts est activé ou que le réseau ne fournit pas la demande. Et là, la lumière va, au lieu d'être allumée franc, va clignoter. Overload, vous consommez trop de watts. Baissez votre consommation rapidement, sinon le système va s'arrêter. Low battery qui clignote indique que vous utilisez plus de 2000 watts et ça, peu importe le niveau des batteries. Ce n'est pas parce que les batteries sont faibles, ça fait juste vous indiquer que vous consommez beaucoup. Mais si ça clignote, pas trop de problème. Mais si c'est allumé de façon continue, c'est que les batteries deviennent faibles. Si toutes les lumières clignotent, cette situation-là peut se produire quand il est à off pour une raison inconnue. Je ne sais pas si vous cherchez ça dans le Victron Toolkit, vous ne le verrez pas. C'est pas un problème. J'ai compris au fil du temps que c'était pas un problème. Vous pouvez le changer pour Charge Only pour ne pas avoir les lumières qui allument. Ça arrive à l'occasion. Je ne sais pas pourquoi. De l'autre côté, la lumière Mains On indique que vous êtes branché au réseau et que vous êtes en mode Charge Only. Bulk indique que la recharge maximale est en cours. On en avait parlé. Absorption indique que la recharge commence à ralentir parce que les batteries sont presque pleines. Et float indique que les batteries sont pleines et que la charge vise à maintenir simplement la capacité de la batterie.
Inverter ou inverseur, même chose. Vous allez m'entendre utiliser les deux termes. Donc, l'inverseur, c'est encore une fois ce qui transforme le courant de 12 volts à 120 volts. Donc, lorsqu'il est très sollicité, c'est-à-dire près du maximum, il va chauffer énormément. Et la température dans le compartiment des batteries va monter. N'oubliez pas que le compartiment des batteries pour le lithium, c'est complètement à l'arrière, côté conducteur. Donc, le thermomètre dans le VR qu'on voit à l'écran, lui, il indique en haut, c'est la température dans le compartiment des batteries, alors que en bas, donc le 13.1 finalement, le 13.1 c'est la température du compartiment des batteries. En bas, c'est 14.4. Ça, c'est la température à l'intérieur du VR au moment où j'ai pris cette photo. Donc, si la température monte beaucoup, à un moment donné, la lumière température peut allumer. Et plus la température va monter, moins le système, moins l'inverter, inverseur, va être efficace. Et si elle continue de monter jusqu'à atteindre la température de 65 degrés Celsius, et soit dit en passant, c'est extrêmement chaud, le système va carrément se fermer. C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant que ça monte aussi chaud, mais ça peut se produire. Mais ne perdez pas de vue que plus la température monte, même si on n'est pas à 65 degrés Celsius, plus la performance de l'inverseur va se dégrader. On en reparle bientôt. À l'inverse, la baisse de température va aussi affecter le système. Et ça, c'est une question de batterie au lithium. Sous 0 degrés Celsius, les batteries ne se chargeront plus. Elles vont quand même fournir de l'électricité. Et ça, c'est ce type de batterie-là spécifiquement. Ce n'est pas vrai pour toutes les batteries au lithium, mais celles-là vont le faire. Jusqu'à moins 20 degrés Celsius, elles vont fournir de l'électricité et sous la barre du moins 20, elles ne fonctionneront plus du tout. Donc, sous zéro, si vous les utilisez, ben à ce moment-là, vous allez perdre de l'énergie sans pouvoir la remonter. Évidemment, pendant l'été, ça pose zéro problème. C'est plus les températures froides de l'automne ou même parfois au printemps où ça peut être un problème. En raison de ces contraintes de hausse de température, un ventilateur a été mis en place dans le mur arrière du véhicule qui va prendre l'air à l'intérieur du compartiment pour l'expulser. Et l'air va circuler parce qu'il y a des trous à des endroits dans les murs du compartiment pour faire entrer l'air qui vient de l'intérieur du VR. Donc, ça va permettre de faire baisser la température, ou à tout le moins, si ça ne réussit pas à la baisser, ça va limiter sa hausse. Okay? Si vous devez consommer beaucoup pendant un certain temps, puis vous voyez que la température monte de façon incontrôlable, ouvrez les portes du compartiment, mais assurez-vous de surveiller afin qu'un enfant n'ait pas accès au compartiment ouvert parce que ça pourrait être vraiment horrible. Maintenant, vous voulez brancher le VR au réseau. Vous arrivez au camping et vous voyez ces trois prises-là qui sont devant vous. Laquelle choisir? Il faut comprendre que le VR, au départ, est à 30 ampères, donc la prise privilégiée, c'est celle du milieu. La prise 50 ampères, on peut l'utiliser avec un adaptateur, on va y revenir. Et de la même façon pour les prises 15 et 20 ampères, ça c'est une prise de maison conventionnelle. On voit ici les différents connecteurs qui vont venir se brancher dans la prise. La grosse image, c'est celle qui équipe notre VR. C'est un connecteur 30 ampères. En haut à droite, c'est un adaptateur de 50 ampères à 30 ampères que vous pouvez utiliser si jamais il y a seulement une prise 50 ampères présente. C'est très rare que ça arrive dans les campings. Vous allez avoir 30 ampères et 50 ampères. S'il y a du 50, c'est parce qu'il y a du 30. Je ne me souviens pas d'avoir vu un endroit où il y avait seulement du 50 ampères. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que la prise 30 ampères fasse défaut. Alors, à ce moment-là, vous vous branchez sur la 50 ampères. En bas, c'est un autre adaptateur qui, lui, va permettre de se brancher à 15 ou 20 ampères. On reconnaît la prise et on vient connecter notre fil de VR au bout de cette prise-là. On ne peut pas passer à côté de parler des dangers qui sont associés au branchement parce que l'électricité peut être dangereuse. Donc, soyez toujours prudent et suivez ces conseils. Si vous constatez des dommages, que ce soit au fil, la prise, l'adaptateur ou autre, ne vous branchez pas.
ne prenez pas de chance. Si le connecteur est mouillé, séchez-le soigneusement avant de vous brancher. L'eau est un excellent conducteur. Et toujours fermer le disjoncteur du réseau avant de vous brancher. Normalement, il va être pas loin de la prise. Mettez-le à off et une fois branché, mettez-le sous tension. C'est la meilleure pratique. Et avant de vous débrancher, faites l'inverse. Fermez le disjoncteur et ensuite débranchez-vous. Et si vous utilisez une extension électrique, parce que le VR a 3 fils. Il y a le fil principal qui se connecte au VR. Ensuite, vous pouvez ajouter des extensions. Vous pouvez aller jusqu'à 2 extensions pour faire un fil de 85 pieds. Faites attention pour que les jonctions soient surélevées ou placées sous le VR afin d'éviter l'exposition à la pluie. Il ne faut pas que ça baigne dans l'eau. Alors, faites attention à ça. Puis, donc, habituellement, les sites de camping sont munis de disjoncteurs, puis vous pouvez les contrôler. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous n'avez pas de disjoncteur accessible, vous n'aurez peut-être pas le choix de vous brancher directement sans fermer le disjoncteur avant, évidemment. Ah, les fameuses sous- et surtensions. Il faut se protéger contre ça. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Une sous-tension, c'est lorsque le voltage baisse trop bas. Ça n'endommagera pas le système électrique du verre, mais ça peut endommager des appareils. Les surtensions, c'est quand le voltage monte soudainement trop haut. Et ça peut endommager les appareils, mais aussi le système électrique du VR. Donc, lorsque le VR est branché au réseau, il faut absolument qu'il soit protégé contre les sous- et les surtensions et autres problèmes qui peuvent survenir. Beaucoup de campings ont des sources électriques qui sont problématiques. Alors, le fait de ne pas utiliser un protecteur peut détruire le système électrique du VR ou endommager les appareils branchés, comme je le mentionnais plus tôt. Donc, avant de brancher le VR au courant externe, encore une fois, on met le disjoncteur à off, on le met à on après avoir affiché la prise. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverseur offre aussi une protection contre ces deux phénomènes, les sous- et les surtensions. Mais il vaut mieux le faire à deux. Et quand je dis à deux, je ne parle pas de vous et de l'inverseur, mais je parle d'un protecteur contre les surtensions qu'on met sur la ligne électrique. Le VR est muni de celui qu'on voit dans la photo de gauche et au milieu. C'est un protecteur contre les surtensions haut de gamme, mais il va aussi protéger contre les sous-tensions en coupant le courant s'il y a des sous-tensions. Autrement dit, il va empêcher le courant de passer. Une des grosses qualités de ce protecteur-là, c'est qu'il a un bouton power, si vous voulez, on-off. On le voit sur l'écran, le bouton avec le cercle et la ligne au milieu. Donc ça peut remplacer de facto le disjoncteur. On peut le brancher, le disjoncteur est à on, mais lui, on peut le mettre à off. Donc ça revient au même. Si jamais il n'y a pas de disjoncteur, c'est comme ça que vous allez faire. Donc lui, on voit son statut. Il va nous dire que l'électricité, les fils, le filage est correct. Il y a 2 lumières vertes qui allument, ça dit correct wiring, c'est correct, c'est ça que vous voulez. Si vous voyez n'importe quelle combinaison autre de lumière, ne vous branchez pas à cet endroit-là, carrément. Changez de site ou essayez une autre prise, mais vous ne devez pas vous connecter, c'est trop dangereux. Il va vous dire le voltage que vous utilisez à ce moment-là. Les chiffres ne paraissent pas bien dans la photo, mais ça fonctionne bien. Et le nombre de kilowatts consommés. Et la lumière voltage state, ça indique que le courant passe. La lumière vient rouge si l'appareil est à off. Et Surge Protect allumé jaune, comme ça veut dire qu'il est correct, il fait bien son travail. Donc, vous devez absolument l'utiliser. La photo du centre indique essentiellement le cadenas qui est pris avec. Dans la mesure du possible, essayez de le verrouiller, mais ce n'est pas toujours possible de la façon que les poteaux dans les campings sont faits. Alors, si ce n'est pas possible, il ne sera pas verrouillé, mais si c'est possible, faites-le pour éviter les vols. La photo de droite indique un protecteur contre les surtensions. Il ne protège absolument pas contre les sous-tensions. Celui-là, il est de rechange au cas où l'autre ferait défaut. Alors, vous pourriez utiliser celui-là, mais autant que possible, vous allez utiliser celui de gauche. Il n'y a pas les mêmes caractéristiques du tout, c'est très basique. 2 petits messages importants ici.
s'il y a des variations de courant pendant que vous êtes branché, le protecteur peut décider qu'il coupe l'alimentation. Il se met à off. Alors, si l'inverseur est en position on à ce moment-là, vous ne vous rendrez jamais compte que l'électricité a été coupée. Et là, vous allez vous mettre à consommer l'énergie des batteries sans vous en rendre compte. Donc, pour éviter ça, mettez le contrôleur en position charger only. Alors, vous aurez du courant, mais quand vous allez perdre le 120 volts d'Hydro-Québec, vous n'aurez plus d'électricité. Mais attention, ne faites pas ça si vous utilisez un appareil de ventilation CPAP. Alors là, il faut toujours laisser l'inverseur à on pendant son utilisation. Et l'autre point, c'est qu'avant de débrancher ou de brancher le VR, assurez-vous de toujours fermer les appareils gourmands en énergie. Climatiseur, micro-ondes, séchoir à cheveux. Sinon, ça peut entraîner certaines complications. Et puis, le système peut devenir un peu mêlé, perdu. Puis, il faudrait potentiellement fermer l'alimentation 120 volts avant de la redémarrer. Et ça c'est surtout applicable au débranchement, mais quand même, prenez l'habitude de le faire même au branchement pour éviter les problèmes. Maintenant que vous avez les bonnes bases en électricité, on peut brancher l'électricité au VR. Donc, le fil qui se connecte au VR est toujours le même et est d'une capacité de 30 ampères. Donc, l'adaptation pour le nombre d'ampères se fait au poteau, soit que vous vous branchez dans la bonne prise ou que vous mettez l'adaptateur. Toujours bien enfoncer le connecteur. Ne le vissez pas, malgré que ça ne s'applique pas. Sur la photo, on voit le connecteur jaune dans l'image du haut à droite. Ça va être refait, il va y avoir un nouveau type de connecteur, mais je n'ai pas les photos en vidéo, mais ça va simplement être rentré et ça va cliquer en place. Okay. Et ça va créer un problème, c'est que si vous partez avec le véhicule, vous avez oublié de débrancher, tout va arracher. Mais en même temps, c'est plus sécuritaire. Alors, ouais. Assurez-vous qu'il y a toujours du mou dans le câble. Il ne faut pas que ça soit trop serré pour mettre de la tension sur le câble. Si c'est un peu trop serré, s'il y a un risque que quelqu'un s'accroche dans le fil et que ça tire, ajoutez une extension, c'est pas grave. Et justement, parlant d'extension, le fil de base mesure 35 pieds ou 10,7 mètres. Il y a 2 extensions de 25 pieds qui sont disponibles en cas de besoin pour une longueur totale de 85 pieds. Et je l'ai mentionné plus tôt, dans la mesure du possible, placez la connexion des extensions sous le VR et à l'abri de la pluie. La recharge des batteries au lithium va varier en fonction de la source de courant. Puis ça va être aussi affecté par l'utilisation de l'électricité pendant la recharge. Si vous utilisez, par exemple, l'air climatisé, vous essayez de recharger les batteries, vous utilisez l'air climatisé, ben il y a une bonne portion d'énergie, c'est-à-dire 1500 watts, qui va se diriger pour alimenter l'air climatisé au lieu de recharger les batteries. Mais partons d'une capacité restante de 184 ampères-heure. Souvenez-vous, là, le VR a 920 ampères-heure de capacité de batterie au lithium. Donc là, je vous donne des chiffres. C'est approximatif. Il y a des variables qui peuvent influencer ça, mais voilà pour vous donner une idée. Si vous êtes branché au réseau électrique en 30 ampères à 120 volts, puis vous utilisez là, à peine de courant pour autre chose, ça va prendre 6 heures pour recharger les batteries de 184 à 920 ampères heure. Si vous êtes branché à 15 ampères, ça va prendre 12 heures. C'est simple. C'est le double, ce qui est normal. On passe 2 fois plus de courant entre 15 et 30 ampères, donc c'est 2 fois plus de temps. Si c'est le générateur qui fournit à 30 ampères, mais aussi ça va être 6 heures. C'est comme s'il était branché sur Hydro-Québec. Si c'est l'alternateur, lui, donne 50 ampères-heure à 12 volts, donc ça va durer environ 14-15 heures pour le recharger. Et si c'est le solaire, ben là, c'est tellement variable, mais il est possible d'obtenir un maximum de 70 ampères-heure à 12 volts. Mais on obtient rarement 70 ampères-heure dans la journée. J'ai déjà vu dépasser un petit peu, là, 72, 73 ampères-heure, mais le soleil au zénith, il n'y a pas un nuage dans le ciel, complètement exposé au soleil, c'était des conditions parfaites, la température était parfaite. Donc, ça, la valeur de 10,5 heures, là, ça vaut ce que ça vaut. Mais toutes les sources de courant peuvent se combiner avec les autres charges. Et c'est ça qui va modifier les chiffres
Et ça, c'est une grosse variable. Ça fait que c'est assez difficile à compter combien de temps ça va prendre. Cela dit, c'est assez rare que vous allez descendre à une capacité restante de 184 ampères-heure, à moins d'utiliser l'air climatisé en mode autonome. On pourrait parler du chauffe-eau aussi, mais là, vous allez être au propane. Mais l'air climatisé en mode autonome, vous en avez pour un maximum de 4-5 heures. Alors, faites attention à ça, mais sinon, vous ne baisserez pas tant que ça. Une des variables les plus importantes, outre celle dont on a parlé, qui va influencer la capacité des batteries au lithium de se recharger, c'est le fait qu'après avoir atteint 80% de leur charge, la recharge ralentit beaucoup. Ceux qui ont des véhicules électriques sont très au courant de cette situation-là. Alors, les temps indiqués plus tôt ne tiennent pas compte de cette variable-là. Dans votre maison, dans votre appartement, vous ne gérez pas nécessairement la demande en électricité. Mais dans un VR, c'est très important. En particulier s'il est limité à 30 ampères. Il y a des VR plus gros qui ont des connexions à 50 ampères, mais 50 ampères en deux phases, ça fait 100 ampères. Ici, on a une phase à 30 ampères. On est vraiment limité à 30 ampères. Donc, ça demande de l'adaptation. Le courant 12 volts passe pas par l'inverseur puis est exclu de cette limite-là. Donc, tout ce que vous consommez en 12 volts ne rentre pas dans le calcul de 30 ampères. Le 30 ampères, c'est vraiment pour le 120 volts. Donc, pour rendre l'explication plus simple, on va, au lieu de parler d'ampères, on va parler de watts. Les gens comprennent habituellement mieux les watts. On a une ampoule 100 watts, une ampoule 25 watts, etc. 30 ampères à 120 volts, ça représente 3600 watts de puissance officielle, j'ai bien dit officielle, disponible. Mais la réalité dépend de si vous êtes connecté au réseau ou non. Si vous êtes connecté, vous allez obtenir 80% de cette capacité-là de 3600 watts, qui veut dire grosso modo 2880 watts. On peut dépasser un peu pour du court terme, mais sur un disjoncteur, officiellement, on est toujours limité à 80% de la capacité du disjoncteur. Okay? Dans les campings, n'oubliez pas, il y a souvent des problèmes de courant, surtout s'il y a beaucoup de monde dans le camping. Vous allez probablement avoir moins de 30 ampères. Donc, ça influence les calculs. Si vous n'êtes pas connecté au poteau, le courant va venir de l'inverseur. Puis lui, l'inverseur, il est limité à 2400 watts. Donc, vous perdez 480 watts versus quand vous êtes branché. Il y a un autre facteur dont il faut tenir compte, c'est l'effet de la température. Plus il fait chaud, quand vous n'êtes pas branché, là, plus il fait chaud, moins l'inverseur va être capable de donner du courant. Par exemple, à la température où il est correct, donc jusqu'à 25 degrés Celsius, il n'y a pas de problème. Mais quand on dépasse 25 degrés Celsius, et ça, ce n'est pas la température extérieure, c'est la température à l'intérieur du compartiment des batteries, plus il va se rapprocher de 40, puis il va passer de 2400 à 2200 watts, puis à 65 degrés Celsius, et on espère que vous n'atteindrez pas cette température-là à l'intérieur du compartiment des batteries, mais là, il va pouvoir donner seulement 1700 watts. Par contre, l'inverseur est capable de donner un petit peu plus d'énergie à l'occasion pour des périodes très courtes. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Le problème avec la limitation de capacité, c'est quand on commence à mettre plusieurs appareils ensemble. Regardons quelques exemples d'appareils et leur consommation en watts. Bon, il y en a que je vais passer, mais on va parler du frigo. Le frigo consomme environ 500 watts. Quand il fait très chaud, c'est constant. Donc, déjà en partant, on part avec un déficit de 500 watts. Le chauffe-eau en mode électrique, 1500 watts. Un petit ventilateur individuel, c'est rien. L'air climatisé, 1500 watts. Normalement, un air climatisé a un surplus en watts quand il démarre. Sauf que dans le cas qui nous occupe, nous, on a mis un dispositif qui l'empêche de dépasser 1500 watts. Donc, c'est vraiment, dans notre VA, c'est vraiment 1500 watts. Chaufferette, ça consomme beaucoup. Séchoir à cheveux, 1500 watts. Cafetière. Regardez, là, une cafetière Nespresso ou Breville qu'on offre là, pour le voyage. Ça peut aller jusqu'à 1500 watts. La mijoteuse, curieusement,
200 watts seulement. Et ainsi de suite. Je vous les énumère pas toutes. Vous pourrez faire une pause si vous voulez les regarder. Mais la combinaison de ça, et si on dépasse la capacité nominale du système, ben le système peut faire un shutdown, s'arrêter, ou on peut faire sauter des disjoncteurs. Vous vous posez peut-être la question, oui, mais pourquoi pas transformer le VA de 30 ampères à 50 ampères à deux phases qui donnerait 100 ampères? Ben oui, c'est faisable. C'est faisable techniquement. Il y a des coûts qui viennent avec ça. Et honnêtement, il y a beaucoup de campings qui n'offrent pas de connexion 50 ampères ou des campings qui l'offrent, mais avec un coût supplémentaire. Donc, c'est un choix personnel. On a décidé de le laisser à 30 ampères, ce qui est sa capacité originale. Et puis, on fait simplement s'adapter. Je vous donne quelques trucs. Mais évidemment, évitez de faire fonctionner les appareils gourmands en même temps. Donc, par exemple, quelqu'un fait chauffer quelque chose au micro-ondes, il y en a un autre qui se fait des toasts dans le grille-pain, puis un autre qui utilise le séchoir à cheveux. C'est certain que ça, soit que les disjoncteurs sautent, ce qui est probable, ou encore que si vous avez utilisé des prises qui ne sont pas sur le même circuit, ben à ce moment-là, c'est le système qui va sauter. Alors, donc, évitez ça. Donc, micro-ondes et grille-pain ensemble, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez besoin d'eau chaude et que vous pensez manquer de puissance, mettez le chauffe-eau en mode propane. En fait, il est toujours recommandé de le laisser en mode propane si c'est non branché ou branché à moins de 30 ampères. Ça, c'est toujours vrai. Mais la réalité, c'est que vous êtes peut-être mieux de toujours le laisser au propane pour éviter justement de surcharger le système électrique. Limitez les appareils gourmands lorsque l'air climatisé est en marche. Vous avez 1500 watts qui viennent de partir sur l'air climatisé. Alors, c'est important de limiter ça. Laissez le frigo en mode propane, un 500 watts qu'on n'a pas besoin d'utiliser. Et aussi, si vous n'êtes pas certain de la consommation d'un appareil en watts et vous désirez le savoir, il y a un appareil dans le VR qui est là, qui permet de connaître la consommation en watts. Il est inclus, il est dans la petite armoire avec le filet, au-dessus de l'armoire en entrant à gauche. Il est là-dedans. Vous pouvez l'utiliser, je vous laisse le figurer. C'est tout à fait optionnel. Si le nombre de watts n'est pas indiqué sur l'appareil, vous pouvez faire cette vérification-là. Quand on est en mode autonome, c'est important de bien gérer la consommation électrique parce qu'on veut que les batteries conservent leur charge le plus longtemps possible. Donc, des petits trucs. Mettre le frigo et le réservoir à eau chaude en mode propane seulement. Ça va de soi. Ne pas utiliser l'air climatisé longtemps parce que l'air climatisé, ça consomme beaucoup sur une longue période. Ne pas utiliser les petits appareils de chauffage électrique. Là. On vient de passer de la climatisation au chauffage, mais le chauffage central fonctionne au propane, va vous garder bien au chaud. Les appareils plus gourmands devraient être utilisés de façon limitée, mais il faut faire attention ici. Prenons l'exemple d'un grille-pain ou d'un micro-ondes. C'est 1500 watts, mais c'est sur une période courte. Alors, ça pose pas vraiment de problème. Le séchoir à cheveux, la même chose. C'est des courtes périodes. Alors, il n'y a aucun problème à les utiliser. Donc, vraiment ici, c'est l'air climatisé, encore une fois, qui est le problème. On peut surveiller la charge des batteries avec l'application LiTime ou le moniteur mural. Si la capacité baisse trop, parce qu'on a trop consommé ou il n'y a pas beaucoup de charge solaire, on peut recharger les batteries à l'aide de l'alternateur. Puis évidemment, j'ai dit de l'alternateur, pardon, à l'aide du générateur. Puis si vous prévoyez faire un long déplacement, l'alternateur va réussir à recharger. Et puis, lorsque vous n'avez pas besoin du 120 volts, mettez le contrôleur Victron à off ou à charge only là, pour éviter à l'inverseur de fonctionner. Parce que lui-même consomme de l'énergie inutilement. Puis, en plus de ça, il y a toutes les petites dépenses énergétiques fantômes. Par exemple, l'affichage du micro-ondes, la télévision qui reste sous tension et plein d'autres choses du genre qui utilisent des petites quantités d'énergie, mais quand tu les mets tout ensemble, ça finit par être quand même relativement important. Oh là! Alors, pour les prochaines diapos, les 3-4 prochaines, si vous êtes moins fort en mathématiques, faites-vous-en pas, parce qu'on va parler de calcul mathématique, mais si vous n'êtes pas fort en maths, puis ça vous intéresse pas, ça vous passe 10 pieds par-dessus la tête, il n'y a pas de problème.
Faites juste retenir les principes de consommation électrique derrière ça, et ça, je ne suis pas inquiet, vous allez les comprendre. Pour les amateurs de mathématiques, on va faire un peu de maths, ça va être le fun. Bon, au départ, les batteries installées, si on utilise toute la capacité à 120 volts, c'est-à-dire 2400 watts ou 20 ampères, pendant 3,1 heures, ben, les batteries vont être vides. La réalité, c'est que ça n'arrivera pas. Vous n'utiliserez jamais 2400 watts pendant 3 heures de temps. Mais aux fins de calcul, pour savoir combien de temps on peut durer, donc on prend la capacité totale des batteries qui est de 920 ampères-heure, on multiplie par le nombre de volts. Le nombre de volts, c'est le nombre de volts du système. Parce que les batteries peuvent fournir 920 ampères-heure à 12 volts. Donc, c'est ça qu'il faut utiliser comme valeur. Donc, on prend 920 ampères-heure fois 12 volts fois 0,85 fois 0,8. Et ça, ces deux derniers chiffres-là, c'est des constantes. On prend le résultat de ça, on divise par le nombre de watts consommés et ça nous donne la durée. Donc, si on prend l'exemple de l'air climatisé qui fonctionne à 1500 watts, 920 ampères-heure fois 12 volts fois 0,85 fois 0,8 divisé par 1500, ça nous donne 5 heures. S'il n'y a aucune autre consommation, et ça c'est la clé, ça va nous descendre à 20% de la charge. Il va rester 20% dans les batteries. Donc, l'air climatisé, s'il consomme 1500 watts tout le temps, pendant 5 heures, ça va être votre capacité. Donc, si vous dites, je suis en mode autonome et je vais avoir l'air climatisé toute la nuit, ben, s'il fait très chaud, il va fonctionner à 1500 watts tout le temps, ben, vous allez avoir une nuit courte. Ça va être 5 heures. Alors, ça, c'est pour vous donner une idée. Vous pouvez utiliser d'autres appareils pour faire le même calcul. Si vous prenez par exemple, un séchoir à cheveux, mais il n'y a pas de problème. Un séchoir à cheveux, quand il va avoir été utilisé pendant 5 minutes, ça va être long, à moins que vous ayez beaucoup de cheveux. Alors, vous voyez que ça ne pose pas vraiment de problème. C'est vraiment les appareils qui consomment à long terme. Il y en a qui vont demander qu'est-ce que représentent les constantes. Alors, je vous donne l'information. Le 0,85, ça représente une perte, il y a une perte de 15%, de 0,15 points dans la conversion de l'électricité du 120 volts au 12 volts. Et c'est pour ça qu'on le met là. Autrement dit, bon, l'électricité utilisée par l'inverseur et aussi tout simplement par le principe de conversion. Le 0,8, ça représente le 0,2 qu'on doit garder dans les batteries. Donc, on veut garder un 20% dans les batteries. On peut faire l'exercice avec d'autres consommateurs d'énergie. Par exemple, un grille-pain. Bon, il vient, mais on va juste réviser quelques petits points. Il faut savoir que les watts ou les ampères qui sont utilisés par les appareils, ce qui est écrit sur l'étiquette de l'appareil, c'est toujours exprimé sur une période d'une heure. Donc, par exemple, une ampoule de 100 watts va utiliser 100 watts sur une période d'une heure. Un grille-pain de 800 watts va utiliser 800 watts sur une période d'une heure. Et évidemment, un appareil de 1500 watts, ben, la même chose. Les batteries au lithium ont une capacité de 900 ampères en 12 volts sur une période d'une heure. Donc, ils pourraient donner d'un coup 920 ampères pendant une heure ou 1840 pendant 30 minutes. Vous avez compris le principe. Alors, faisons le même calcul avec le grille-pain. On prend exactement le même calcul, tout ce qui change, c'est le nombre de watts. Tout à l'heure, c'était l'air climatisé à 1500 watts. Là, c'est un grille-pain à 800 watts. La réponse du calcul, c'est 9,38 heures ou 563 minutes. Vous utilisez le grille-pain combien de temps par jour, combien de minutes par jour? Si vous l'utilisez 20 minutes dans une journée, il y a eu beaucoup de toasts qui ont été créés, là. Alors, voyez que c'est pas tant un problème avec les consommateurs sporadiques. Donc, le même exemple pourrait être fait avec le micro-ondes, d'autres appareils à utilisation sporadique et ciblée. Donc,
L'accumulation finit toujours par valoir une consommation substantielle, pardon, mais c'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est pour les appareils à fonctionnement continu, comme l'air climatisé, le chauffe-eau en mode électrique ou le frigo. Bien sûr, l'air climatisé ou le chauffe-eau, ils finissent par s'arrêter parce qu'une fois qu'ils ont atteint leur température. Mais l'air climatisé, entre autres, l'été, quand il fait très chaud en camping, il va souvent fonctionner de façon très continue. Prenons justement l'exemple du frigo. Vous l'avez laissé en mode électrique pendant que vous n'êtes pas branché, il fait très chaud, puis le frigo utilise ses 500 watts de façon continue. On prend le même calcul, ça va donner 15 heures. Donc, vous ne dureriez même pas une journée si le frigo est électrique en mode autonome. En plus, il ne faut pas oublier que tout le reste, là, les toasts, la cafetière, les micro-ondes, les lumières, et ainsi de suite. Alors, ça serait impossible sans recharger. Donc, la morale de l'histoire, c'est que en mode autonome, c'est préférable de laisser le frigo au propane. Vous êtes chanceux, il fait un beau gros soleil, mais les panneaux solaires qui vont recharger au mieux vont vous apporter environ 150 ampères par une belle journée d'été. Si vous utilisez 300 ampères dans la journée, vous êtes donc en déficit de 150 ampères. Vous pouvez démarrer le générateur de façon quotidienne pour compenser ce déficit. Oui, ça va marcher. Mais règle générale, le bruit du générateur, même si j'ai déjà dit qu'il n'était pas si mal que ça, on ne veut pas le faire. On essaie de l'éviter. Donc, simplement en faisant attention à la consommation évitable par un simple changement de configuration, de mettre le frigo au propane, toujours en mode autonome, ne pas utiliser le chauffe-eau électrique quand vous n'êtes pas branché. Les gens oublient souvent et ça fait mal. On m'appelle assez régulièrement, on dit hey, les batteries, la capacité a baissé beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Et là, quand on analyse, le chauffe-eau est en mode électrique, le frigo aussi. Ça, c'est sans mentionner toutes les fois qu'ils ont utilisé la climatisée de façon exagérée, mais bon, ça, c'est un autre débat. On continue sur les panneaux solaires. Ben, premièrement, ça fonctionne sans votre intervention. Ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Mais évidemment, la performance va varier beaucoup en fonction de l'ensoleillement. La capacité de 1000 watts, souvent, c'est plus près de 600 watts. Évidemment, ça, c'est en 12 volts. J'ai déjà vu 1100 watts à un moment donné. Et qu'est-ce qui va influencer, outre l'ensoleillement? C'est la température des panneaux. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus, mais à partir du moment que ça dépasse 25 degrés Celsius, chaque degré au-dessus de 25 degrés Celsius, la performance va baisser entre 0,35 et 0,5 %. Toute ombre sur un panneau va affecter l'ensemble parce qu'ils sont branchés en série, là, pour ceux qui connaissent un peu plus l'électricité. Le fait qu'il soit branché en série, c'est que s'il y a un panneau qui ne donne pas le même résultat, ben ça va affecter, donc un résultat moins, je devrais dire, ça va affecter tout le monde. Donc, la performance va être la performance du panneau le moins performant. L'orientation des panneaux va changer quelque chose. Ça, vous ne pouvez pas rien y changer. Il y a ce que je voulais dire aussi par rapport à une ombre sur un panneau, vous êtes sous des arbres. L'essentiel des panneaux est au soleil, mais il y a une petite partie à l'ombre, ben, vous allez avoir la performance de l'ombre. Donc, si vous avez vraiment besoin de recharger, ben, installez-vous au soleil et ça va être la meilleure des choses. Donc, l'orientation des panneaux, on ne peut rien y faire. La poussière sur les panneaux. Quand vous conduisez le VR, à ce moment-là, ben, la poussière s'envole, mais si vous êtes arrêté longtemps dans un environnement poussiéreux, il est possible que vous ayez besoin de tout simplement monter sur l'échelle, arroser les panneaux pour ôter la poussière. C'est possible de faire ça, il n'y a pas de problème. Je vous demande simplement de ne pas monter avec vos pieds sur le toit, simplement d'arroser un peu à distance. Il est bruyant, mais on ne peut pas le passer sous silence. C'est le générateur. Oui, il fait du bruit, mais honnêtement, il n'est pas si pire que ça. C'est vraiment personnel, mais je trouve qu'il est quand même endurable.
mais notez que plusieurs endroits vont proscrire ou restreindre l'utilisation du générateur. Dans les campings, en général, il y a genre 1 heure ou 2 le matin, vous pouvez l'utiliser, 1 heure ou 2 le soir, vous pouvez l'utiliser, c'est toujours entre les mêmes heures. Mais si vous gérez bien la consommation électrique, vous ne devriez pas en avoir besoin. Pour vous donner une idée, été 2025, il n'a jamais servi. J'ai aucun locataire qui l'a parti. Ils n'en ont jamais eu besoin, nous non plus. Alors, c'est quand même assez rare. Ça recharge les batteries à un rythme d'environ 12% par heure, à moins qu'il y ait consommation importante en même temps, genre l'air climatisé. Alors, et puis, l'utilisation du générateur est limitée à 1 heure par jour en moyenne. Si vous dépassez une moyenne de 1 heure par jour pendant votre location, il y a des frais en surplus. Alors, pour démarrer le générateur, première des choses, ça prend un niveau d'essence supérieur au quart. Parce qu'il veut s'assurer que vous puissiez démarrer le moteur. Alors, si vous êtes en bas du quart, le générateur ne démarrera pas. Donc, vous voyez le bouton pour démarrer le générateur. Commencez par appuyer vers le bas en conservant la pression pendant que le générateur est arrêté. Ça va amorcer le générateur. En bon québécois, ça va primer le moteur, ça va amener de l'essence pour qu'il puisse démarrer. Et une fois que le bouton rouge va être allumé, vous pouvez relâcher et maintenant appuyer vers le haut pour le démarrer. Appuyez pas sur le bouton démarrer pendant plus de 20 secondes si il refuse de démarrer. À ce moment-là, relâchez, attendez une dizaine de secondes avant de réessayer. Normalement, il va partir dans le premier 20 secondes, mais si jamais il ne veut pas, il va partir au début de la deuxième séquence. Si jamais il démarre et s'arrête après 10-20 secondes, normalement, c'est à cause d'un manque d'huile. Ça ne devrait pas vous arriver. Je vérifie l'huile, je change l'huile régulièrement, quand il sert, bien sûr, mais ça pourrait quand même arriver. Et le générateur ne démarrera pas si les batteries AGM sont trop faibles. Alors, à ce moment-là, il faut recharger les batteries AGM ou encore partir le moteur pour partir le générateur et à fermer le moteur par la suite. Le générateur a un disjoncteur. Rarement, il va sauter, mais s'il saute, c'est normalement parce que vous avez surutilisé le générateur, c'est-à-dire que vous y avez demandé trop de travail. Donc, pour réactiver le disjoncteur, il suffit d'ouvrir le panneau du générateur parce que le générateur est présent dans le second compartiment extérieur côté conducteur. On enlève le panneau. Et puis, on voit sur les photos, on voit où il est. Ça va être plus clair dans une vidéo qui s'en vient. Si le disjoncteur saute à nouveau, puis vous avez vraiment fait attention pour ne pas surcharger le système, arrêtez de l'utiliser, appelez-nous pour en discuter. La vidéo qui suit va vous donner une meilleure perspective de l'emplacement du disjoncteur là, de plus loin. Pour démarrer le générateur, c'est tout simple. Vous venez au panneau de contrôle et vous avez le bouton Start Stop. Et vous appuyez sur le bouton vers le bas, vers Stop, quand il n'est pas démarré, afin d'amener l'essence vers le générateur. Quand la lumière rouge va allumer, c'est parce qu'il est prêt. Alors à ce moment-là, on appuie sur Start. On l'entend. Il est démarré. Ça va prendre peut-être une trentaine de secondes avant que vous ayez de l'électricité aux 120 volts, à moins d'être déjà branché sur les batteries. Pour l'arrêter, on appuie sur le bouton Stop, mais vous avez aussi une fonction ici pour voir le nombre d'heures qui ont été utilisées pour le générateur. Dans ce cas-ci, 51,6. Normalement, vous allez avoir une allocation de 1 heure par jour en moyenne. Je vais l'éteindre, ça fait du bruit. Donc, si vous louez pour 7 jours, par exemple, vous avez droit à 7 heures d'utilisation de générateur. Cela dit, honnêtement, avec les panneaux solaires, avec la grande capacité des batteries et plus les fois où vous serez branché, probablement que ça ne sera même pas nécessaire. C'est assez rare qu'il sert, finalement. Dans ce compartiment, vous avez la génératrice. Normalement, vous n'avez absolument pas besoin de venir ici. Par contre, si jamais il y a un problème avec, vous pouvez ouvrir le couvercle, comme ça, en émettant les boutons dans ce sens-là.
soulevez et vous avez un bouton ici qui est l'équivalent du bouton à l'intérieur, mais où vous pourriez appuyer sur le bouton avec ici pour démarrer le générateur si jamais il ne démarre pas par l'intérieur. Encore une fois, c'est extrêmement improbable que vous en ayez besoin. Vous avez l'huile qui est ici. Si jamais vous faites une location à long terme, il est possible qu'un changement d'huile soit requis à un moment donné. C'est hautement improbable, mais ça demeure une possibilité. Une des possibilités, c'est que de problème, c'est que le disjoncteur saute à l'intérieur. Le disjoncteur est juste ici. Je vais vous le montrer sur une photo. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de venir vérifier si le disjoncteur, le générateur démarre, mais qu'il ne donne pas d'électricité. C'est probablement parce que le disjoncteur ici est sauté. Il ne faut pas oublier de remettre le couvercle en place du générateur. Donc, c'est ici, on le met la cote en bas avant, on pousse et on referme ici, tout simplement. On va maintenant parler des fusibles et disjoncteurs. Ça arrive que des fusibles ou disjoncteurs sautent. La cause la plus fréquente, c'est une surcharge, mais il peut arriver qu'il y ait d'autres problèmes aussi là-dedans. Donc, on voit dans la photo de droite, on voit en haut, ça c'est un disjoncteur. Ce disjoncteur-là sert pour le 120 volts et en bas, c'est un fusible qui, lui, sert pour le 12 volts. Ces petits fusibles-là, c'est essentiellement toujours pour le 12 volts. Donc, si ça saute à répétition, puis on n'est pas en mesure de l'expliquer, donc il n'y a pas de surcharge, bon, on va arrêter d'utiliser le système en question, puis on va faire une vérification du système. On voit ici l'emplacement des fusibles et disjoncteurs. Ça, c'est dans la base du leaking. Donc, il y a deux panneaux. Panneau à gauche, ce sont pour les disjoncteurs 120 volts et à droite, on voit les fusibles 12 volts. À noter qu'en ce qui a trait aux fusibles 120 volts, il n'y en a pas d'autres ailleurs. C'est là que c'est, il n'y en a pas d'autres. Par contre, pour le 12 volts, ce panneau-là est essentiellement pour tout ce qui est dans l'habitation. C'est presque tout là. Il y a des petites exceptions, mais ça inclut pas les fusibles du véhicule lui-même, du châssis, moteur et ainsi de suite. Il y a d'autres fusibles ailleurs. Donc, comment savoir si un disjoncteur ou un fusible est sauté? Ben, probablement que tout le monde est assez familier avec les disjoncteurs. Il y en a dans les maisons. Ça arrive que ça saute, puis on le remet en place. On voit en haut, là, c'est on, sauté, tripped, puis off. Donc, par contre, si un fusible a sauté, ben, on peut le remplacer avec un autre du même calibre. Et il y en a plein avec les outils, là. Vous allez pouvoir, il y a une boîte en plastique avec plein de fusibles dedans. Si vous n'êtes pas confortable avec changer un fusible, cherchez quelqu'un qui l'est. La communauté de VA s'entraide beaucoup, ça va être facile à trouver. Les fusibles sautent rarement, mais ça peut survenir lorsqu'un moteur qui force trop ou un court-circuit. Puis on voit dans la photo du bas à droite un fusible fonctionnel et un fusible sauté. Celui-là, il est très facile à voir, mais dans certains cas, la fissure dans le métal, on la voit pas vraiment. Alors, si un appareil ne fonctionne pas, puis vous dites, ben, j'ai vérifié le fusible, il a l'air bien correct, vous le remettez en place, puis ça fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à le changer. Ça coûte pratiquement rien, un fusible. Allez en chercher dans les outils, puis changez-le sans crainte. Là. Il y a plusieurs fusibles qui sont associés à ce qui est alimenté par des batteries AGM. Souvenez-vous, les batteries AGM qui sont situées là, juste dans le premier compartiment en sortant près de la porte. Et ça, ces fusibles-là sont dans le même compartiment. D'ailleurs, on voit au bas les batteries AGM. Vous voyez là, bien pointées par les flèches. Ça prend un tournevis pour retirer le couvercle. Mais les fusibles là-dedans ne sont absolument pas identifiés. C'est zéro pin bar. Ça prend un schéma électrique pour s'y retrouver. Puis ce schéma-là est disponible dans le cartable des instructions, dans l'annexe 2 du guide, qui est juste à gauche du siège du conducteur. Puis même avec le schéma, c'est pas simple. Donc, ça prend quelqu'un qui a une certaine expérience avec l'électricité si jamais il y a un fusible là-dedans qui est sauté. Moi, ça m'est arrivé une fois. C'est jamais arrivé à un locataire. Et je vais vous dire comment c'est arrivé. C'est que j'ai essayé de brancher quelque chose dans le trou rond
du commutateur de l'antenne qui est en rentrant à gauche là pour qu'on peut activer l'antenne. Et puis parce que ça, c'est juste un fusible 5 ampères et là-dedans, j'ai essayé de brancher quelque chose qui était 5.7, pas 5.7, mais 7.5 ampères, ça a sauté tout de suite. Et je l'ai pu chercher où était ce fusible-là, mais c'était là-dedans. Il y a pire que ça, il y a aussi beaucoup de fusibles sur fil. Si vous regardez l'image, vous voyez des fils avec quelque chose qui dépasse, puis il y a un fusible qui rentre là-dedans. Et ça, je vous le dis, si jamais un fusible saute sur ces fils-là, c'est l'enfer, ce n'est pas documenté. J'ai même demandé aux manufacturiers du VR, ils les ont pas documenté, c'est un fouillis total. Heureusement, dans ce compartiment-là, en général, c'est rarissime que les fusibles sautent. Donc, ça devrait absolument pas vous arriver, mais j'aimais mieux le mentionner, juste au cas. Jusqu'à maintenant, on a parlé seulement de fusibles qui font partie de ce qu'on appelle l'habitation. Mais il y a aussi les fusibles du véhicule lui-même. C'est très rare que ça saute, là. Mais c'est comme avec votre voiture, c'est le même fonctionnement que pour votre voiture. Puis les fusibles, ben, c'est les mêmes. Il peut y avoir des tailles différentes, là, mais essentiellement, c'est les mêmes. Il y a 2 endroits où vous allez retrouver les fusibles. C'est à gauche des pédales du conducteur. On voit la photo en bas. Et il y a aussi dans le moteur, mon doigt le pointe dans la photo du haut. Vous allez pouvoir vous retrouver. Et dans les 2 cas, vous allez retrouver dans le livret de Ford qui est inclus dans le cartel des instructions toute la configuration des fusibles, si jamais ça arrive. C'est assez facile de se retrouver là-dedans. Heureusement, c'est Ford qui a documenté ça. Le dernier point sur l'électricité, merci de vous être rendu jusqu'ici. Je le sais, c'est la présentation la plus longue de toute la série. Celui-là est important parce que ça arrive souvent que ça saute. C'est la prise électrique GFCI ou GFI, dépendant comment vous voulez l'appeler, qui sont toutes branchées sur une seule de ces prises-là. Ça, vous la reconnaissez probablement, là, on la retrouve dans les maisons. Et toutes les prises électriques du VR, sauf micro-ondes et frigo, sont gérées par un dispositif de détection des fuites de courant, comme celui-là. La particularité dans le VR, c'est que la prise de la salle de bain contrôle plusieurs prises. Donc, s'il n'y a pas de courant dans une prise, évidemment, le 120 volts est actif, mais vérifiez la prise de la salle de bain parce que cette prise-là, la GFI, elle peut être sautée. C'est juste de faire un reset dessus et tout va fonctionner. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Je veux vous dire merci de l'avoir visionné, mais aussi de ne pas stresser avec les explications si ça vous apparaît complexe. Ça va devenir concret si vous louez le VR ou un VR, quel qu'il soit. Je suis juste un maniaque qui veut simplement que vous fassiez le meilleur voyage qui soit. Il y a d'autres vidéos qui sont disponibles, soit sur campeurautonome.com ou encore directement sur YouTube, à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, c'est apprécié que vous cliquiez sur j'aime, ça me le fait savoir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner au canal YouTube. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer soit dans les commentaires de la vidéo via campeurautonome.com ou par message sur la plateforme RVeasy. Je vous souhaite une excellente journée.